La famille Soder vit une vie paisible. Elle est composée de 12 personnes, dont 10 enfants et les 2 parents. Jenny Soder est, elle, une femme dévouée à son foyer. Quant à George Soder, il est un père à l'écoute et un entrepreneur à succès. Un soir de Noël, tout ce qu'il y a de plus banal, les enfants découvrent leur nouveau cadeau. Ils jouent avec toute la soirée, puis finalement il se fait tard et tout le monde va se coucher. Mais dans la nuit, une odeur de fumée vient réveiller la mère, Jenny Soder. Et en ouvrant les yeux, elle découvre que la maison où se trouvent 9 de ses 10 enfants est en feu. Comment est-ce possible? Est-ce un simple incendie accidentel? Mais pas de temps à perdre pour ça. Il faut d'abord faire sortir toute la famille. Alors qu'ils pensent que tous leurs enfants sont dehors et à l'abri des flammes, les parents remarquent très vite qu'il en manque 5. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de la disparition très étrange des enfants Soder. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un concept un peu particulier, on ne parle pas vraiment d'horreur mais plutôt de mystère. Je vous ai préparé une vidéo sur un sujet qui est plutôt connu quand on s'intéresse à la sphère des mystères, etc. je pense. Mais je pense avoir trouvé des informations inédites que vous n'avez pas sur d'autres vidéos. J'espère en tout cas, j'ai été creusé pas mal, donc j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce mystère dans les commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Et on perd pas plus de temps, on part pour cette enquête sur la disparition des enfants Soder. Venez avec moi, let's go. Giorgio Sodù. Giorgio Sodù est né le 23 novembre 1895 en Sardaigne, dans la ville de Toula, en Italie. En 1908, à l'âge de 13 ans, comme beaucoup de personnes à cette époque-là, il migre avec son frère aîné vers les États-Unis, une terre de richesse et d'accomplissement. Le rêve américain, vous connaissez. Pour beaucoup à cette époque, c'est quand même bien et bien resté un rêve, hein. Fun la vidéo, fun. Dès leur traversée de la douane à Ellis Island, et dès que je prononce ce nom, j'ai l'impression de me retrouver en cours de géographie en 6ème, le frère de Giorgio, lui, reprend le bateau direction l'Italie. On ne connaîtra pas la raison pour laquelle son frère est parti et Giorgio est resté seul, puisque Giorgio, lui, emportera cette information dans sa tombe et n'en parlera jamais. Dès son arrivée, il est renommé de Giorgio Sodù à George Soder, pour faire plus américain, vous connaissez, hein, pour s'intégrer, etc. Très vite après ça, il trouve un travail sur les chemins de fer en Pennsylvanie, où il est chargé de transporter l'eau et les aliments pour les ouvriers. Quelques années plus tard, il devient chauffeur à Smithers en Virginie occidentale. Encore quelques années plus tard, notre cher George monte sa propre entreprise de camionnage, transportant de la terre de remblai vers des chantiers en construction. Puis il se diversifie et se spécialise dans le transport du charbon issu de la région. Tout réussit au petit George. Alors vous allez me dire qu'est-ce qui lui manque pour compléter sa vie? Bien évidemment, un compagnon ou une compagne. Quoi de mieux que d'aller s'entourer d'une personne pour vous emmerder? Il rencontre alors Jenny Cipriani, immigrée aussi d'Italie. Très vite, ils se marient. Dans les années qui suivent, ils s'installent à proximité de Fayetteville, un lieu où il y a aussi beaucoup d'immigrés italiens, et achètent une maison à Ossuature-Bois de 2 étages. Plusieurs années après, en 1923, ils auront leur premier enfant, qu'ils appelleront Joe. Dans les années qui suivent, ils auront au total 10 enfants, jusqu'en 1942 à la naissance de leur dernière fille. Dans l'ordre, nous avons Joe, John, Marion, George Jr., Maurice, Martha, Louis, Jenny, Irène, Betty et Sylvia Soder. Ça nous fait bien 10. Ce qui fait environ un enfant tous les 2 ans. Ils ont pas niaisé, hein, ils étaient chauds les darons. Pendant la même période, l'entreprise de George Soder prospère et ils deviennent l'une des familles de la classe moyenne les plus respectées selon les mots d'un responsable local. George est beaucoup de choses. Un travailleur acharné, un père de famille dévoué, mais il a aussi des opinions bien tranchées et il n'hésite pas à les crier haut et fort, créant parfois des conflits avec sa communauté italienne. En particulier dû à son opposition au dictateur Benito Mussolini, qui conduit parfois à de fortes disputes avec d'autres membres de la communauté immigrée italienne. Menace ou réalité? Lors de la naissance de leur dernière fille en 1942, Joe Soder, l'aîné de la famille, quitte la maison pour servir dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1943, Mussolini est arrêté et exécuté. Mais de la rancœur reste envers George et ses opinions politiques. En octobre 1945, juste après la fin de la guerre, un vendeur en assurance vie rend visite à la famille Soder. Il est vivement repoussé par George et ce commercial plutôt sympa menace la famille en leur disant que leur maison et leur famille, je cite, partira en fumée et vos enfants seront détruits. Très sympa. En expliquant
évidemment que cette menace est attribuée à, je cite, la sale remarque que vous avez faite à Mussolini. Plus tard, un électricien rend visite à la famille pour un travail d'hiver et alors qu'il fait le tour de la maison, il remarque qu'une paire de fusibles pourrait provoquer un incendie. Georges Soder trouve ça étrange car il a tout fait recabler récemment après l'installation d'une cuisinière électrique. Il contacte donc la société pour se plaindre qui lui affirme qu'il n'y a aucun risque et que l'électricien tente peut-être de l'arnaquer et compte sûrement lui faire des travaux supplémentaires et ainsi le facturer beaucoup plus. Georges Soder est donc rassuré, il passe donc à autre chose. Dans les semaines précédant Noël, les aînés de la famille Soder voient une voiture garée le long de la route principale menant à leur maison. Les individus à l'intérieur leur donnent l'impression qu'ils surveillent les enfants Soder les plus jeunes rentrés de l'école. Un Noël qui part en flammes. Le 24 décembre 1945, la famille Soder fête le réveillon et fête aussi le retour prochain de leur fils aîné car la guerre est enfin terminée. Marion Soder, qui est la fille aînée, elle travaille dans une boutique de jouets et surprend donc ses petites sœurs et ses petits frères la veille de Noël en leur ramenant des nouveaux jouets. Martha, à ce moment-là 12 ans, Jenny 8 ans, Betty 5 ans, Maurice 14 ans et Louis 9 ans sont alors très contents. Les trois petites filles sont tellement excitées qu'elles demandent à rester éveillées plus tard que d'habitude. Leur maman leur dit oui, il est alors 22 h. Elle est d'accord mais à une condition, que les deux garçons les plus âgés encore réveillés soient avec elle, soit Maurice 14 ans et Louis 9 ans. Et qu'une fois qu'ils iront se coucher, elles doivent y aller aussi, elles ne doivent cependant pas oublier de fermer la clé, fermer les rideaux et éteindre les lumières. Les deux garçons les plus âgés, John 22 ans et George Junior 16 ans, sont quant à eux déjà couchés car ils ont travaillé toute la journée. Après avoir rappelé les corvées restantes, Jenny Soder, la mère donc, prend Sylvia, la cadette alors âgée de 2 ans et monte se coucher. Le 25 décembre 1945, à minuit et demi environ, le téléphone de la maison sonne. Jenny descend et répond. Elle entend alors une voix féminine inconnue, ainsi que des rires et des tintements en arrière-plan. Jenny Soder indique à la personne qu'elle a effectué un mauvais numéro, raccroche et retourne se coucher. Alors qu'elle s'apprête à monter pour retourner se coucher, elle remarque que les lumières sont toujours allumées, les rideaux sont toujours ouverts et que la porte d'entrée est elle aussi toujours ouverte. Normalement, les enfants s'occupent toujours de ça avant d'aller se coucher. Marion Soder, qui est la fille aînée, dort sur le canapé et Jenny en déduit simplement que les enfants sont montés au grenier se coucher là où se trouvent tous leur chambre et qu'ils ont simplement oublié. Elle ferme donc les rideaux, éteint les lumières et ferme la porte à clé, puis remonte finalement se coucher. La même nuit, environ 30 minutes plus tard, alors qu'il est environ 1 h du matin, Jenny est à nouveau réveillée car elle entend un bruit. Quelque chose vient frapper le toit, elle entend un grand bang, puis un bruit de roulement et finalement plus rien. Elle finit donc par s'endormir. Encore 30 minutes plus tard, environ 1 h 30 du matin, Jenny est alors réveillée une nouvelle fois, mais cette fois-ci par une odeur de fumée. Alors qu'elle ouvre les yeux, elle voit que le bureau de son mari George est en feu. Jenny réveille donc George, qui à son tour réveille ses fils aînés. Pendant que les décorations de Noël brillent encore dans la maison des Soder, le feu, lui, grandit très vite. Jenny et George arrivent à récupérer 4 de leurs enfants en bas, Marion, Sylvia, John et George Junior. Et crient aux autres de sortir, mais aucune réponse. Au début, les Soder pensent que leurs enfants ont déjà réussi à quitter la maison. Mais après un certain temps, ils réalisent que leurs enfants ont disparu. Les 5 enfants qui sont restés éveillés plus tard sont manquants à l'appel. John essaie même d'aller jusqu'au grenier, où sont censés être ses frères et sœurs, mais sans succès. Ils ne peuvent alors plus remonter, car l'escalier est en feu. George, qui est pieds nus à ce moment-là, escalade le mur de sa maison et parvient à briser une fenêtre du grenier, mais il se blesse assez fortement au bras. Et malgré cette escalade-là, il n'arrive pas pour autant à grimper par la fenêtre. Lui et ses fils ont alors l'intention d'utiliser une échelle pour sauver les autres enfants. Mais elle n'est malheureusement pas à sa place habituelle. Elle est censée être appuyée contre la maison, mais elle est introuvable. Un baril d'eau, quant à lui, qui aurait pu servir à éteindre les flammes, est gelé. George a ensuite l'idée de tirer les 2 camions dont il se sert dans son entreprise jusqu'à la maison et de les utiliser pour grimper à la fenêtre du grenier. Mais bizarrement, aucun d'eux ne veut démarrer alors qu'il fonctionnait très bien la veille. Par la suite, des efforts pour trouver de l'aide s'avèrent compliqués. Le téléphone des Soder ne fonctionne pas, Marion Soder quant à elle court chez un voisin, mais leur téléphone à eux ne fonctionne pas non plus. Un conducteur qui passe prévient alors une taverne, mais impossible pour eux aussi d'appeler les secours. Soit parce qu'ils n'arrivent pas à contacter l'opératrice, soit parce que le téléphone est en panne. Finalement, c'est ce même conducteur qui réussit à appeler les pompiers depuis un téléphone du centre-ville. L'appel est lancé, mais le service d'incendie, à court d'effectifs en raison de la guerre, et malgré le fait qu'il ne soit pourtant qu'à 4 km de la maison, ne répond à l'urgence que vers 8 h du matin. En plus, le pompier chef F.J. Morris n'a, pour une raison que j'ignore, pas l'autorisation de conduire le camion de son propre service. Si on attend des autorisations pour sauver des vies, on est mal barré.
Frustrés, le cœur brisé et désespérés, les 6 sodeurs qui se sont échappés n'ont pas d'autre choix que de regarder la maison brûler et s'effondrer au cours des 45 minutes suivantes. 45 minutes durant lesquelles les parents Soder et leurs enfants avec eux pensent que les autres sont en train de partir en fumée avec la maison. Ils supposent alors que les 5 autres enfants ont péri dans l'incendie. Les pompiers, dont l'un est un frère de Jenny, ne peuvent guère faire autre chose que de fouiller les cendres qui restent dans le sous-sol des Soder. À 10 h du matin, le chef J.F. Morris dit aux Soder qu'ils n'ont trouvé aucun ossement. Comme on aurait pu s'y attendre si les enfants restants avaient été dans la maison au moment où elle brûlait. Il a également été noté dans des rapports que leur recherche était au mieux superficielle. Au moins, c'est honnête, hein, c'est pas comme dans la dernière vidéo où ils ont écrit recherche préliminaire après avoir sonné chez une seule personne. Je vous jure, les gens, ils ont la flemme ou quoi? Faut pas faire ce genre de métier quand on a la flemme. Hein. Regardez, moi j'ai la flemme, je suis ni pompier ni flic. Hein. Ce fameux chef, J.F. Morris, ajoute qu'il croit que les 5 enfants portés disparus sont morts dans l'incendie et qu'il a été lui-même assez chaud pour brûler complètement leur corps. Un flemmard expert. Après l'incendie. Le chef des pompiers J.F. Morris dit à George Soder de ne pas toucher le site afin que le bureau du prévôt des incendies puisse mener une enquête plus approfondie. Cependant, après 4 jours et une procédure qui s'éternise, parce que c'est pas urgent, hein, ils sont déjà morts, hein, vous comprenez, George et sa femme ne peuvent plus supporter la vue de ce désastre. Et ils recouvrent le site de 1,5 mètre de terre avec l'intention de le convertir en un jardin commémoratif pour les enfants perdus. Le coroner local, quant à lui, convoque une enquête le lendemain qui conclut que l'incendie est un accident causé par un câblage défectueux, alors que le câblage a été vérifié il y a peu. Une info importante, c'est que parmi les jurés qui estiment que c'est un accident, se trouve l'homme qui a menacé George Soder, vous vous souvenez, le commercial, que sa maison serait incendiée et ses enfants détruits, en représailles pour ses remarques anti-Mussolini. Étrange. Des certificats de décès pour les 5 enfants sont délivrés le 30 décembre. Pendant ce temps, le journal local se contredit, déclarant une première fois que tous les corps avaient été retrouvés, mais plus tard, dans le même article, il rapporte que seule une partie d'un corps a été retrouvée. Vous pensez que le journalisme c'était mieux avant? Eh ben non, ça n'a pas changé en fait. George et Jenny Soder sont quant à eux trop affligés pour assister aux funérailles du 2 janvier 1946, bien que leurs enfants survivants y participent. Peu de temps après, alors qu'ils commencent à reconstruire leur vie, la famille Soder remet en cause toutes les conclusions de l'enquête. Ils se demandent pourquoi, si l'incendie a été causé par un problème électrique, les lumières de Noël de la famille sont restées allumées tout au long des premiers stades de l'incendie, alors que le courant, normalement, aurait dû être coupé. Puis, ils ont finalement retrouvé l'échelle, plus tard, qui manquait sur le côté de la maison, en bas d'un talus de terre à environ 23 mètres de la maison, sans qu'il n'y ait aucune raison qu'elle se soit retrouvée là. Un réparateur de téléphone dit au Soder que la ligne téléphonique de la maison n'a pas été brûlée dans l'incendie comme il l'avait pensé initialement, mais elle a en réalité été coupée de manière intentionnelle par quelqu'un qui a sûrement grimpé sur le poteau et atteint le bloc d'alimentation. Finalement, un homme que des voisins ont vu voler justement un bloc d'alimentation et du matériel de la propriété au moment de l'incendie pendant que ça brûlait est identifié et arrêté. Il y a des opportunistes partout, hein, le rêve américain je vous dis. Il avoue alors le vol et affirme que c'est lui qui a coupé la ligne téléphonique, pensant qu'il s'agissait simplement d'une ligne électrique. Mais il nie son implication dans l'incendie. Cependant, aucun dossier identifiant ce suspect n'existe, ni aucune trace de pourquoi il a voulu couper des lignes de service public de la maison Soder tout en volant le bloc et le matériel. Encore un autre mystère. Jenny Soder a également du mal à accepter la croyance du chef des pompiers J.F. Morris selon laquelle toutes les traces des corps des enfants ont été complètement brûlées dans l'incendie. De nombreux appareils électroménagers quant à eux sont encore reconnaissables dans les cendres ainsi que des morceaux de tôle de la toiture. Elle compare alors les résultats de l'incendie de sa maison avec un compte-rendu de journal d'un incendie de maison similaire qu'elle a lu à peu près au même moment et qui a tué une famille de 7 personnes. Les restes squelettiques de toutes les personnes ont été retrouvés intacts. Jenny Soder va même jusqu'à brûler des petits os d'animaux pour voir s'ils sont eux aussi complètement consumés. Conclusion, aucun ne l'a jamais été. Un employé d'un crématorium local qu'elle contacte lui dit que les ossements humains restent même après que les corps soient brûlés à environ 1100 degrés pendant 2 heures. Bien plus longtemps et bien plus chaud que l'incendie de la maison aurait pu l'être. Le non-démarrage des camions Soder est également pris en compte. George pense qu'ils ont été trafiqués, peut-être par le même homme qui avait volé le bloc et coupé la ligne téléphonique. Cependant, l'un des gendres de George déclare dans le magazine Gazette en 2013 qu'il en est venu à croire que George et ses fils ont pu, dans leur hâte de démarrer les camions, inonder les moteurs. Certaines personnes suggèrent aussi que le fameux appel qui a eu lieu dans la nuit venant d'un soi-disant mauvais numéro pourrait être lié à l'affaire. Mais les enquêteurs ont localisé plus tard la femme qui a passé l'appel et elle a confirmé qu'il s'agissait
s'agissait bel et bien d'un mauvais numéro de sa part. À l'approche du printemps, les Soder, comme il l'avait dit, plantent des fleurs dans le sol passé au bulldozer au-dessus de la maison. Jenny l'entretiendra avec soin pour le reste de sa vie. Cependant, d'autres hypothèses au début de 1946 ont renforcé la conviction de la famille que les enfants qu'ils pleurent pourraient en fait être toujours en vie. Des preuves émergent rapidement indiquant que le feu n'a pas commencé au niveau du défaut électrique et a plutôt été allumé délibérément. Le chauffeur d'un bus qui a traversé Fayetteville à la fin de la veille de Noël déclare avoir vu des personnes lancer des boules de feu sur la maison. Quelques mois plus tard, lorsque la neige a fondu, Sylvia trouve un petit objet dur vert foncé en forme de boule de caoutchouc dans les broussailles à proximité. George, se souvenant du récit de sa femme, d'un bruit sourd sur le toit avant l'incendie, déclare que cela ressemble à une sorte de grenade à main ou à un autre engin incendiaire utilisé au combat. La famille affirme quant à elle plus tard, contrairement à la conclusion du prévôt, que l'incendie s'est déclaré sur le toit, bien qu'il n'y ait malheureusement encore aujourd'hui aucun moyen de le prouver. D'autres témoins affirment eux-mêmes avoir vu les enfants Soder disparus. Une femme par exemple qui a observé l'incendie depuis l'autre côté de la route déclare qu'elle a vu certains d'entre eux regardés par une voiture qui passait alors que la maison brûlait, comme s'ils avaient été emmenés par quelqu'un. Une autre femme à une aire de repos entre Fayetteville et Charleston déclare qu'elle leur a servi un petit déjeuner le lendemain matin et a également noté la présence d'une voiture avec des plaques d'immatriculation de Floride dans le parking de l'aire de repos. Les Soder embauchent alors un détective privé nommé pour enquêter sur l'affaire. Il informe la famille que le vendeur en assurance qui avait menacé George, je vous le rappelle, pour ses avis anti-Mussolini, a fait partie du jury du coroner qui a déclaré que l'incendie était un accident. Il a également appris des rumeurs autour de Fayetteville, selon lesquelles, malgré son rapport au Soder, qui affirme qu'aucun reste n'avait été trouvé sur place, J.F. Morris, le chef des pompiers, est en réalité tombé sur un cœur qu'il a ensuite emballé dans une boîte en métal et secrètement enterré. J.F. Morris a apparemment avoué cela à un ministre local qui, à son tour, l'a confirmé à George. George et le détective privé vont donc voir ce J.F. Morris et le confrontent à cette nouvelle. Morris accepte de montrer aux deux où il a enterré la boîte en métal et donc il la déterre. George et le détective privé apportent donc ce qu'ils ont trouvé à un directeur des pompes funèbres locales qui, après l'avoir examiné, leur dit qu'il s'agit en réalité d'un foie de bœuf frais qui n'a jamais été exposé au feu. Plus tard, d'autres rumeurs circulent, telles que par exemple le fait que ce fameux J.F. Morris a ensuite admis que la boîte avec le foie ne provenait en effet pas du feu à l'origine et qu'il l'aurait soi-disant placé là dans l'espoir que les Soder le trouvent et soient convaincus que les enfants disparus sont effectivement morts dans l'incendie pour, selon lui, les soulager. C'est quand même vraiment chelou, on va pas se mentir. Un jour, alors que George feuillette un magazine, il remarque que dans un groupe de danseurs de ballet de New York, une fille ressemble énormément à la sienne disparue, Betty. Il conduit jusqu'à l'école des filles où ses demandes répétées de la voir en personne lui sont refusées. George essaie également de contacter le FBI pour enquêter sur ce qu'il considère comme un enlèvement. Le directeur du FBI répond personnellement à ses lettres, je le cite, « Bien que j'aimerais être utile, l'affaire semble être de caractère local et ne révèle pas de la compétence d'enquête de ce bureau. » Certains agents du FBI se proposent tout de même de participer à l'enquête, mais lorsqu'ils demandent de l'aide de la communauté locale de Fayetteville, la communauté refuse de les aider. En août 1949, George réussit à persuader Oscar Hunter, un pathologiste de Washington, de superviser une nouvelle recherche dans la terre sur le site de la maison. Après une recherche très approfondie, des artefacts dont un dictionnaire ayant appartenu aux enfants et quelques pièces de monnaie ont été retrouvés. Plusieurs petits fragments d'os sont déterrés, déterminés comme étant des vertèbres humaines. Les fragments d'os sont envoyés à un spécialiste. Il confirme qu'il s'agit de vertèbres lombaires, venant toutes de la même personne. Je le cite, « Puisque les vertèbres sont fusionnées, l'âge de cet individu au moment du décès devait être de 16 ou 17 ans. Ainsi, compte tenu de cette tranche d'âge, il est peu probable que ces os proviennent de l'un des 5 enfants disparus, puisque l'aîné, Maurice, avait 14 ans au moment de l'incendie. Bien que le rapport admette ensuite que les vertèbres d'un garçon de son âge sont parfois suffisamment avancées pour être fusionnées. Le spécialiste ajoute que l'os ne montre aucun signe d'exposition aux flammes. De plus, il convient qu'il est, selon ses dires, je le cite à nouveau, très étrange que ces os soient les seuls retrouvés, car un feu de bois d'une si courte durée aurait dû laisser derrière lui des squelettes complets de tous les enfants. Le rapport conclut que les vertèbres proviennent plutôt de la terre que George a utilisée pour recouvrir sa maison. Plus tard, le même spécialiste confirme que les fragments d'os proviennent d'un cimetière à proximité. Mais il ne peut pas expliquer pourquoi ni comment ils se sont retrouvés sur les lieux de l'incendie. Encore un espoir. À la fin des efforts officiels pour résoudre l'affaire, la famille Soder ne perd cependant pas espoir. Ils ont imprimé des dépliants avec des photos des enfants, offrant une récompense de 5 000 $, ce qui est une
très grosse somme à l'époque, pour des informations qui pourraient régler le cas d'un seul d'entre eux. En 1952, ils mettent en place un panneau d'affichage sur le site de la maison et un autre le long de la route américaine 60 avec les mêmes informations. Ce panneau devient alors avec le temps un point de repère pour le trafic. Les efforts de la famille leur permettent d'apprendre par la suite une autre information qui signale des enfants vus après l'incendie. Ida Crutchfield, une femme qui dirige un hôtel de Charleston, affirme avoir vu les enfants environ une semaine après. Je la cite, « Je me souviens pas de la date exacte. Les enfants sont rentrés vers minuit avec 2 hommes et 2 femmes qui lui semblent tous d'origine italienne. Lorsqu'elle tente de parler avec les enfants, un des hommes la regarde d'une manière hostile. Il se retourne et commence à parler en italien. Immédiatement, tout le groupe cesse de lui parler. Il quitte ensuite l'hôtel tôt le lendemain matin. Les enquêteurs d'aujourd'hui ne considèrent cependant pas son histoire comme crédible, car elle n'a vu pour la première fois des photos des enfants que 2 ans après l'incendie et elle a attendu 5 ans de plus pour se manifester. George, quant à lui, suit des pistes en personne, se rendant dans les zones d'où proviennent les rumeurs. Une femme de Saint-Louis, dans le Missouri, affirme que Martha, une des filles Soder, est détenue dans un couvent là-bas. Un client d'un bar au Texas affirme avoir entendu 2 autres personnes faire des déclarations incriminantes au sujet d'un incendie qui s'est produit la veille de Noël en Virginie occidentale, quelques années auparavant. Mais aucune de ces pistes ne s'avère significative. Lorsque George apprend plus tard qu'un parent de Jenny, en Floride, a des enfants ressemblant aux siens, il débarque là-bas et les parents doivent prouver que les enfants sont bien les leurs avant que George ne soit satisfait. En 1967, George se rend dans la région de Houston pour enquêter sur un autre tuyau. Une femme écrit à la famille disant que Louis, un des fils Soder, lui a révélé sa véritable identité un soir après avoir trop bu. Elle croit que lui et Maurice, un autre fils Soder, vivent tous les deux quelque part au Texas. La police aide George à retrouver les 2 hommes que cette femme leur a indiqués dans sa lettre, mais il nie être les fils disparus. Le gendre de George déclare des années plus tard que des doutes sur ce déni persistent dans l'esprit de George pour le reste de sa vie. Une autre lettre qu'ils reçoivent la même année en 1967 apporte aux Soder ce qu'ils croient être la preuve la plus crédible qu'au moins un de leurs enfants, Louis, est encore en vie. Un jour, Jenny trouve dans sa boîte aux lettres une lettre qui lui est adressée, timbrée à Central City dans le Kentucky, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouve la photo d'un jeune homme d'une trentaine d'années aux traits ressemblant fortement à ceux de Louis, qui aurait eu la trentaine s'il avait survécu. Au dos est écrit Louis Soder, j'aime frère Frankie, il est le garçon, à 90 132 ou 35. Les codes postaux, quant à eux, proviennent de Palerme, une ville de Sicile. Bien que convaincus que c'est Louis, ils sont incapables de décoder le message ou de retracer qui a réellement envoyé cette lettre. Les Soder embauchent par la suite des enquêteurs privés pour se pencher sur cette affaire, mais au moins 2 d'entre eux disparaissent dès le début de leur recherche. La famille Soder n'arrivant même pas à rentrer en contact à nouveau avec eux. L'image leur donne néanmoins l'espoir. Ils l'ajoutent au panneau d'affichage sur la route et déposent un cadre de cette photo au-dessus de leur cheminée. George confie au journal La Gazette à la fin de l'année suivante que le manque d'informations est comme, je cite, frapper une paroi rocheuse. Nous ne pouvons pas aller plus loin. Il jure néanmoins de continuer. Il ajoute, le temps presse pour nous, car les années passent et les parents se font vieux. Il termine en disant, nous voulons seulement savoir. S'ils sont morts dans l'incendie, nous voulons être convaincus. Sinon, nous voulons savoir ce qui leur est arrivé. Une recherche sans fin. George Soder décède finalement en 1969. Jenny et ses enfants survivants, à l'exception de John, qui n'a jamais parlé de la nuit de l'incendie, sauf pour dire que la famille devrait accepter ce qui s'est passé et continuer sa vie, continue à chercher des réponses à leurs questions. Après la mort de George, Jenny reste dans la maison familiale, la clôture et ajoute des pièces supplémentaires. Pour le reste de sa vie, elle porte du noir en deuil et s'occupe du jardin sur le site de l'ancienne maison. Après sa mort en 1989, la famille choisit de démonter le panneau d'affichage usé par le temps. Les enfants Soder survivants, rejoints par leurs propres enfants, continuent à faire connaître l'affaire et à enquêter sur les pistes. Eux, ainsi que des résidents plus âgés de la ville de Fayetteville, émettent l'hypothèse que la mafia sicilienne de l'époque tentait d'extorquer de l'argent à George, car les transporteurs de charbon de l'époque étaient très liés à la mafia sicilienne. La raison serait que les enfants ont peut-être été emmenés par quelqu'un qui aurait aussi mis le feu à la maison pour cacher les preuves. L'hypothèse conclut sur le fait qu'ils ont peut-être été ramenés en Italie. Si les enfants ont survécu toutes ces années et savaient que leurs parents et leurs frères et sœurs avaient eux aussi survécu, la famille pense qu'ils auraient peut-être évité de prendre contact avec eux pour les protéger. Sylvia Soder, la plus jeune des frères et sœurs survivants, est décédée en 2021. Elle était dans la maison la nuit de l'incendie, ce qui, selon elle, est son premier souvenir. Je la cite, « J'étais la dernière des enfants à quitter la maison », se souvient-elle. Elle et son père veillaient souvent tard, parlant de cette soirée-là. Elle ajoute, « J'ai longtemps vécu leur chagrin ».
Elle croyait fermement avant sa mort que ses frères et sœurs avaient survécu cette nuit-là et elle a beaucoup participé aux efforts pour les retrouver et faire connaître l'affaire. Sa fille dit en 2006 lors d'une interview qu'elle a promis à ses grands-parents de ne pas laisser mourir l'affaire et qu'elle ferait tout ce qu'elle pourrait. Au XXIe siècle, les efforts de la famille en sont venus à inclure des forums en ligne en plus de la couverture médiatique. L'augmentation de ces multiples formats conduit certains qui ont examiné l'affaire à croire que les enfants sont en fait simplement morts en 1945. George Bragg, un auteur local qui a écrit sur l'affaire dans son livre de 2012, dit ceci. La logique vous dit qu'ils ont probablement brûlé dans le feu. Mais vous ne pouvez pas toujours vous fier à la logique. Stacey Horn, qui a fait un segment sur l'affaire pour une radio locale autour de son 60e anniversaire en 2005, pense également que la mort des enfants dans l'incendie est la solution la plus plausible. Elle note que le feu a continué à couver toute la nuit après l'effondrement de la maison et que 2 heures ne sont pas suffisantes pour fouiller soigneusement les cendres. Même s'ils y avaient passé plus de temps, elle n'est pas sûre que les pompiers auraient su quoi chercher. Cependant, a-t-elle dit, il y a suffisamment de véritables bizarreries dans tout cela que si un jour on apprend que les enfants ne sont pas morts dans l'incendie, elle ne serait pas choquée. Et pour vous, avec toutes ces informations, les enfants Soder sont-ils morts? Ont-ils été enlevés? Qui est le coupable? L'électricité? La mafia sicilienne? Le père Soder et ses avis trop tranchés? Ou peut-être les parents? Des hypothèses indiquent que ça pourrait être eux pour toucher l'assurance vie, mais aucune trace d'une quelconque transaction. Peut-être étaient-ils débordés? Peut-être avaient-ils choisi de faire trop d'enfants? Est-ce un enlèvement des enfants pour faire payer George Soder? Ou est-ce simplement une affaire d'incendie accidentel tel que le rapport le suggère? Qu'en pensez-vous? J'aurais du mal à donner mon avis là-dessus, mais tout ce que je sais, c'est que cette histoire est vraiment étrange. Et si vous voulez voir une autre vidéo d'horreur, je vous laisse cliquer juste là-haut en fiche et vous serez redirigé vers une nouvelle vidéo. Et sur ce, c'est la fin de cette histoire étrange de la disparition des enfants Soder ou de la mort des enfants Soder, tout dépend comment on voit la chose. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, évidemment à liker, à partager et à vous abonner. Moi ça m'aide énormément et pour vous c'est gratuit. On change un peu de contexte, on n'est pas seulement dans l'horreur, on est aussi dans la partie mystère. Et je trouvais cette histoire très intéressante, même si elle est un peu connue. Mais j'ai été chercher, je pense, des infos un peu inédites que je n'ai pas trouvées sur d'autres vidéos. Donc j'espère que vous avez quand même découvert des choses. Et n'hésitez pas à me dire vraiment votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse, car moi je vous avoue que même après toutes ces recherches, j'ai pas vraiment d'avis précis. En tout cas, comme je le disais, si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Et sur ce, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo d'horreur, mystère, je ne sais pas. C'était Makou et je vous souhaite une excellente nuit, matinée, journée, ce que vous voulez. Et je vous fais un bisou la famille.